Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news cette semaine-ci, c'était le CES, je vous rappelle, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Donc il y a eu pas mal de news au niveau électronique, mais aussi au niveau PC, donc carte graphique ainsi que processeur. On a eu des grosses annonces de chez Intel et chez AMD ainsi que de chez Nvidia. Donc sans plus tarder, je vous propose de commencer parce qu'il y a réellement beaucoup de news. Vous avez le tab des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à l'utiliser pour aller vers le sujet qui vous intéresse le plus. Alors la première news n'a rien à voir avec le CS en réalité, mais elle était assez marrante donc je vais l'inclure. C'est au niveau de Canon qui a un petit problème. Vous voyez les constructeurs d'imprimantes, que ce soit Canon ou même HP ou même Brother ou autre, aiment bien mettre une puce dans les cartouches pour vérifier si ce sont des vraies cartouches qui viennent de chez eux. En gros, ils font ça pour vous forcer un petit peu à acheter leurs cartouches. Parce que si vous ne mettez pas leurs propres cartouches, ils sont en mode oh, êtes-vous sûr d'utiliser des cartouches officielles? Et après, ils vous embêtent et vous êtes obligé de désactiver des alertes et tout ça. Et c'est la plupart des gens en ont tellement marre qu'ils vont juste acheter des cartouches normales de chez la marque, justement. Le problème, c'est que vous devez le savoir en ce moment, c'est dur d'avoir de l'électronique. Genre, il y a un gros problème d'approvisionnement et de production. Et du coup, ils n'avaient plus de puces à mettre dans les cartouches, forcément. Et donc, ils ont dû vendre des cartouches officielles Canon sans la puce qui permet de vérifier qu'elle est authentique. Et du coup, maintenant, Canon est en train de dire aux gens, voilà comment désactiver l'alerte, parce qu'on ne peut pas mettre de puce dedans, parce qu'il n'y en a pas assez. Et du coup, ça souligne à quel point, déjà, faire ceci est ridicule et ça devrait être interdit. Je ne sais même pas pourquoi c'est encore autorisé de faire ça. C'est imaginer, vous allez mettre de l'essence dans votre voiture et vous avez votre voiture qui vous fait une alerte qui vous dit ah non, vous n'avez pas pris de l'essence qui vient de chez Citroën ou Renault, ça ne va pas. Vous devez aller à une pompe officielle Renault et faire le plein là-bas. Ce serait de la folie quand on y pense. Et c'est quelque chose qui pourrait limite arriver avec les voitures électriques quand on y pense aussi. Mais pour moi, ce serait de la folie que ça arrive un truc pareil. Alors, il y en a qui vont argumenter, oui, mais peut-être qu'ils font ça parce que ils ont une encre spéciale pour leur imprimante, ça pourrait causer des dégâts à l'imprimante et tout ça. Et le truc, c'est non, pas vraiment. Oui, il y a des différences d'une encre à l'autre, mais l'encre, c'est à peu près la même chose. Et puis, il y a moyen de se mettre d'accord sur un standard d'encre. Je veux dire, c'est pas très compliqué de se dire, ok les gars, l'encre, elle a telle viscosité, tout ça. On évite de mettre ça dedans, ok, et puis tout le monde est d'accord. Il y a déjà certainement des trucs qui sont interdits dans l'encre, de toute manière, au niveau européen. Il y a moyen qu'ils se mettent d'accord. C'est juste une excuse pour vous forcer à acheter des cartouches officielles. Et comme on le sait, les cartouches officielles, elles coûtent très très cher. Maintenant, passons aux news du CES. La première que je vais parler ici, c'est un petit peu au niveau hardware, notamment les cartes graphiques. Vous avez AMD qui a annoncé la RX 6500 XT qui devrait coûter normalement 199 $. Et il y a déjà des news comme quoi elle coûterait plus de 300 € en Europe. Donc voilà, pour ceux qui avaient une espérance, c'est fichu directement, je vous le dis. Au niveau des specs, elle est intéressante, je suppose. Ah, pas des specs incroyables, franchement. Là, 4 Go de GDDR6 notamment, 1024 shader units. Elle a quand même un peu d'Infinity Cache qui permet d'accélérer un peu les perfs, surtout quand la mémoire est limitée, comme c'est le cas actuellement, parce qu'elle a seulement un bus mémoire de 64 bits. C'est très serré pour ceux qui se demandent, se dire que elle n'a pas beaucoup de bande passante, honnêtement. 144 Go à la seconde. Franchement, quand je vois ces specs, j'ai l'impression vraiment de voir une RX 580 ou 480 en réalité. Pour ceux qui se souviennent, la bonne vieille RX 580, la 570 aussi, et avant les 480 et 470, avaient basiquement les mêmes specs. Il y avait même une version avec 8 Go de RAM. Ici, on retourne à 4 Go. Et j'ai l'impression qu'elles sont pas si loin. Je pense qu'elles devraient être plus performantes parce que nouvelle architecture et tout ça. Mais je ne crois pas que ça va être une si grosse upgrade que ça. Donc si vous avez acheté une RX 580 avant 2020, mais finalement, vous êtes encore pas trop mal. Franchement, vous êtes avec encore une très bonne carte graphique, vous n'avez pas à vous plaindre. Surtout quand on voit ce genre de choses. Donc, yep, c'est décevant. Il y a aussi une RX 6400 qui devra arriver. Et ça, c'est encore plus... Autant le dire, ouais, elle sera pas très puissante. Surtout qu'elle consomme beaucoup moins. Genre, elle a l'air vraiment limitée, la 6400 là. Mais elle serait plus pour le marché OM, donc
On verra bien, mais oui. Cette 6500 XT, j'attends pas grand-chose, personnellement. J'ai même pas envie de la tester, je vais être très honnête. J'ai bien des contacts où je pourrais juste dire « Hey, je peux la tester ?» Mais ça me donne même pas vraiment envie. Est-ce que je devrais la tester? Dites-moi. Est-ce que je prends le temps de la tester, voir quand même si elle vaut la peine? Même si toutes les cartes AMD jusqu'à maintenant... Et c'est ça qui m'embête un peu, parce que AMD a sorti quand même des bonnes cartes. Bon, pas tellement les dernières, mais la 6700 XT était très bonne, la 6800 XT était très bonne. Mais au final, il n'y a jamais de stock. Alors, vous allez me dire, oui, ben, Nvidia non plus n'a pas de stock, mais le truc, c'est qu'avec AMD, je ne connais personne qui a réussi à en acheter une. J'ai l'impression qu'elle n'existe pas, en fait. J'en ai jamais vu une dans une config de quelqu'un récente, quoi. Par exemple, je fais de temps en temps les configs, où je monte des photos de vos configs et tout ça. Je ne vois jamais une de ces nouvelles cartes graphiques. Pourtant, on a déjà vu plusieurs nouvelles RTX 3080 et tout ça. Donc c'est juste pour dire, oui, j'ai l'impression qu'elles n'existent pas des fois. C'est peut-être juste un mensonge, en fait. Non, évidemment, elles existent, mais juste très, très, très rares. Aussi, enfin, ça, c'est le modèle de référence à que deux outputs au niveau vidéo. C'est sacrément limité. Encore une fois, une 580, on aurait 4. Donc ça, je trouve ça un peu étrange, parce que on pourrait au moins s'attendre qu'une carte graphique aussi peu chère permette de brancher un maximum d'écran pour quelqu'un qui aurait juste besoin de brancher beaucoup d'écran. Visiblement, elle ne sait même pas faire ça. Ensuite, toujours au niveau carte graphique, nous avons Nvidia qui a sorti de nulle part. On en a parlé un petit peu par le passé, mais ils l'ont sorti de nulle part. Ils l'ont annoncé, ils ont dit « Elle est disponible, voilà, au revoir ». Ils sont partis en courant très très vite. Ils ont annoncé la RTX 3080 avec 12 Go de RAM. Et le truc, c'est que on a un peu une répétition de la 3080 Ti ici. C'est Nvidia qui est en mode on vend la 3080 à Founder Edition à 719 €. Ils la vendent techniquement toujours à 719 €, il faut le savoir, quand il y a du stock en réalité. C'est très rare, mais ils la vendent toujours à ce prix-là. Et surtout, ils la vendent à un prix assez avantageux aux constructeurs de cartes graphiques. C'est quelqu'un d'autre qui se sucre plus loin sur la ligne, en fait. Tous les autres acteurs. Et du coup, Nvidia, ils sont en mode on se fait pas assez d'argent, nous. On veut aussi notre part du gâteau. Donc, comme avec la 3080 Ti, ils se sont dit, on va juste créer une nouvelle carte graphique qu'on va mettre beaucoup plus cher. Donc là, vous avez la naissance de la 3080. On ne sait pas encore le prix, mais aussi bien le prix annoncé, qu'ils vont annoncer, sera plus de 800, 900 €. Et comme ça leur permettra de justifier, de faire une augmentation de prix, parce que basiquement, c'est une 3080. Elle a juste un petit peu plus de coups d'accord, et elle a un petit peu plus de Tensor Core et tout, mais c'est à peine plus. Évidemment, elle a 1 Go de RAM en plus. Donc, il y a une petite upgrade de performance. Vous avez un test de hardware unbox ici. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite vraiment à aller le voir. Juste pour vous montrer vite fait le résumé, vous pouvez voir qu'elle est juste un peu plus performante. À savoir qu'il me semble que la version qu'ils ont testée ici, de la 3080, c'est le... Non, elle a bien 2 Go de RAM en plus, oui. Je confonds avec une autre carte graphique. Bref, c'est pas grave. Il me semble que la version qu'ils ont testée de la 3080 ici, c'est un modèle Founder Edition. Ici, pour la 3080 12 Go, il n'y a pas de Founder Edition. Et ça, c'est aussi un autre point important. Comme il n'y a pas de Founder Edition, ils ne sont pas obligés de la vendre au prix où ils l'indiquent. Donc, comme une 3080 à 719 €. Parce qu'il n'y a que des modèles custom. Donc ça, c'est aussi un autre point important. Et du coup, elle est un peu plus performante, mais cette différence pourrait être due au fait que la 3080 ici, 12 Go, c'est un modèle de chez MSI, Supreme X, et du coup, il est mieux refroidi, il a des meilleures fréquences et tout ça. Donc au final, aussi bien, la différence est à peine 2 FPS, franchement. Donc, ouais, comment dire? Pas la meilleure sortie qu'ait fait Nvidia récemment. Et c'est pas étonnant qu'il l'ait sorti comme ça. Au point même que aucun reviewer, il faut le savoir, la carte qu'ils ont là, Hardware Unbox, ils l'ont reçue à la sortie au final. Ils n'ont pas eu le temps de la tester avant. Donc ça veut dire que Nvidia l'a sortie vraiment en mode personne ne l'a pour tester, ils la sortent et les gens peuvent l'acheter directement sans avoir de review pour la regarder ce que ça donne. Donc, yep, on peut le dire ici, Nvidia a fait clairement... Là, c'était un move pour faire de l'argent. Je vais être très honnête. Évidemment, les autres acteurs du marché, comme je dis, les revendeurs, même les constructeurs de cartes graphiques de manière générale, ne sont peut-être pas mieux dans le milieu, vu que eux ils se sucrent depuis des mois. Nvidia voulait juste leur part du gâteau aussi, je suppose, mais yep, ça n'aide rien au marché. Je dirais même que ça empire le marché des cartes graphiques. On a une référence de carte graphique en plus qui n'a aucune différence. Hein. La seule différence, c'est les 12 Go de RAM.
Et évidemment, elle a un peu plus de coûts d'accord. Mais pour les gens, quand ils regardent RTX 3080, ils recherchent dans le moteur, par exemple, dans une barre de recherche sur LDLC ou TopHA ou autre chose, ils vont tomber sur toutes les 3080, les modèles 10 Go et les modèles 12 Go. Ils seront en mode, oh, mais quelle est la différence? Et vous voyez, ça porte à confusion. Donc, pour moi, un lancement inutile, en fait. Elle n'a aucune raison d'exister. Peut-être qu'elle existe aussi pour repasser devant la 6800 XT, visiblement, parce que c'est le cas. Je sais pas. Mais après, comme, encore une fois, personne ne peut acheter du 6800 XT, est-ce vraiment un problème? Je ne crois pas. Une autre news aussi, je rappelle qu'NVIDIA a aussi annoncé la RTX 3050, on l'a vu la fois dernière, si je me souviens bien, oui, qui est du coup une carte graphique ici milieu de gamme, donc déjà plus intéressante pour la plupart des gens. Les specs n'étaient pas non plus les plus incroyables, je trouvais personnellement. Après, il faut attendre de voir ce que ça donne au niveau des performances. On a déjà vu la version techniquement mobile, toutefois, qui était, yep, un petit peu restreinte au niveau du TDP, donc on ne sait vraiment pas ce que ça donne. Mais si on regarde les specs, oui, ça ne va pas non plus être une carte incroyable au niveau performance. Le plus important, selon moi, c'est est-ce qu'elle est en stock et est-ce qu'elle a un prix raisonnable? Visiblement, Nvidia essaie d'en fabriquer le plus possible de cette carte, ce qui ne m'étonne pas vraiment. C'est un peu leur réponse, justement. Autant la 3080, c'est Nvidia qui est juste en mode on veut faire plus d'argent. La 3050, c'est Nvidia qui veut, bon, évidemment, faire plus d'argent parce que ça reste une compagnie comme n'importe quelle autre compagnie, mais aussi qu'ils se disent bon, on devrait peut-être faire en sorte que les gens puissent acheter des cartes graphiques parce qu'ils commencent un petit peu à être énervés ces derniers temps, donc ouais. Après, oui, encore une fois, c'est pas la plus impressionnante niveau spec, tout comme la 6500 XT, donc celle-là, je devrais en avoir une, il faut savoir, je devrais en avoir une, et je vous la testerai, je vous dirai ce que ça donnera, donc on verra bien. J'espère réellement qu'elle est plus intéressante que les specs ne fait paraître, et j'espère surtout qu'elle sera en stock et à un prix raisonnable, parce que même si c'est peut-être pas la plus performante, si elle a un prix raisonnable et qu'elle est en stock, c'est bien meilleur que n'importe quelle autre carte graphique en ce moment, franchement. Donc, ouais. Maintenant, pour ceux qui avaient des RTX 2000 et tout ça, honnêtement, je vous dirais d'attendre pour upgrade. Hein. Ça vaut vraiment pas la peine en ce moment, ça c'est sûr. C'est vraiment pour quelqu'un qui a une très vieille carte graphique ou qui a plus de carte graphique. Éventuellement, ça peut être intéressant. Même si, encore une fois, j'attends de voir ce que ça donne. Prendre avec des pincettes, celle-là. Ensuite, on a une autre news au niveau de Nvidia qui, en réponse à AMD, alors techniquement ils avaient déjà la technologie, mais ils ont sorti une nouvelle technologie qui s'appelle DLDSR. Oui, c'est un peu long. Donc c'est pour Deep Learning Dynamic Super Resolution. Et basiquement, ça fait, comme on l'a vu la fois dernière, comme AMD, ça vous permet d'activer l'équivalent, c'est pas un DLSS, mais c'est l'équivalent d'un DLSS dans n'importe quel jeu, avec quelques petites conditions, il me semble qu'ils doivent toujours être en plein écran exclusif notamment. Donc il ne faut pas vous mettre en mode fenêtré par exemple. Mais ça vous permet d'activer une sorte de DLSS et d'améliorer la qualité d'image. Ou plutôt faire le rendu à une plus basse résolution et puis le repasser à une plus haute résolution. Donc plutôt intéressant. On verra ce que ça donnera évidemment. Il faut voir quand ça sort, tester, parce qu'aussi bien l'image sera un petit peu floue, ce sera pas intéressant, tout comme AMD. Il faut voir ce que ça donne quand ce sera sorti. Mais une chose est sûre, c'est cool. C'est vraiment cool de voir ça sortir parce que, encore une fois, déjà, ça ne requiert pas que le jeu l'implémente. Donc, c'est-à-dire que le catalogue de jeux qu'il supporte est beaucoup plus important. Et puis, ça donne plus d'options aux gens, tout simplement, de mieux faire tourner leur jeu. Notamment, moi, je me souviens, récemment... C'est pour mon frère qui a Farming Simulator 2022 ou 22 tout court. Ils ont FSR qui est supporté dedans. Et du coup, je lui ai activé et il avait un petit boost de performance sur une carte graphique Nvidia en plus. Donc ça, c'était genre sympathique, vous voyez, genre c'est une technologie AMD, mais on pouvait l'activer sur la carte graphique Nvidia et ça donne un petit boost de performance et c'est toujours sympathique, quoi. Donc ouais, j'aime assez bien tout ce qui est... autant... tout ce qui est... comment dire... Tout ce qui est ray tracing, je suis un peu en mode oui, c'est cool, hein, c'est vraiment cool, c'est peut-être l'avenir du rendu, en partie en tout cas, mais autant tout ce qui est upscaling comme ça, donc prendre une image à une plus basse résolution, la remettre à une plus haute résolution, ça, selon moi, c'est le futur. Franchement, c'est le futur. Pourquoi continuer de brute force à faire le rendu d'un jeu en 8K, alors qu'on peut le faire le rendu en 4K ou même encore moins, et puis juste leur passer à une plus haute résolution, et pour les gens, on ne voit aucune différence. Et à côté de ça, par contre, pour la carte graphique, ça fait une énorme différence, parce que
C'est beaucoup plus facile à faire rendre. Donc, yeah, pour moi, c'est l'avenir. Et j'ai hâte aussi de voir ces technologies arriver sur les téléphones mobiles, parce que je pense que ça profitera encore plus sur les téléphones mobiles, parce que beaucoup de téléphones mobiles ont des écrans 1440p, ce qui est quand même une bonne résolution hein, pour un téléphone. Donc, s'ils pouvaient faire le rendu en 720p sur le téléphone et puis le repasser en 1440p, vous auriez une bien meilleure expérience mobile. Et comme c'est un écran tout petit sur mobile, vous ne verriez pas forcément la différence en fait. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir cette technologie se démocratiser. Et ainsi que tout ce qui est vidéo, ça j'attends aussi. Hein. Nvidia, c'est quand vous sortez une extension pour Firefox ou je ne sais quoi. Bon, ce serait plutôt pour Chrome. C'est quand vous sortez une extension pour que je puisse upscale mes vidéos YouTube ou Netflix ou n'importe quoi. Ce serait vraiment génial aussi. Ensuite, on passe au niveau CPU avec notamment AMD qui a montré un prototype d'un Ryzen 7000. Donc, le voilà d'ailleurs. Donc, les leaks qu'on avait vus récemment, enfin, même il y a quelques mois en réalité, étaient corrects. C'est à ça que va ressembler un processeur sur la plateforme AM5, donc un Ryzen 7000. Donc déjà, première chose que vous devez voir, c'est que ça ressemble pas trop à un processeur AMD classique. Aussi, c'est un processeur LGA maintenant, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pin en dessous. C'est comme Intel, basiquement. Les pins sont sur la carte mère et pas sur le processeur. Donc, moins de chance aussi de l'abîmer, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire aussi qu'ils ont un meilleur mécanisme de rétention. Donc, comme à Intel, vous avez une plaque qui se met par-dessus le processeur qui le serre contre la carte mère. Donc ça, vous voyez là le bord ici en métal, tout le long, la plaque va venir se plaquer ici justement. Et ça, c'est une très bonne chose aussi parce que pour ceux qui n'ont jamais eu la blague, et j'ai déjà eu en partie, des fois vous avez la pâte thermique qui colle tellement le processeur AMD que quand vous enlevez le refroidissement, le processeur vient avec le refroidissement. Et c'est extrêmement effrayant. Et c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, ça. Donc ça évitera ce problème-là. Et du coup, ben, on n'a pas beaucoup plus d'informations, évidemment. Ça arrive au final, et ça, c'est dommage. Ils arriveront seconde moitié de 2022. Donc, ça veut dire que oui, AMD a un petit peu de retard ici. Je suppose que c'est dû plus au niveau de production, notamment avec TSMC, qui produit tous les processeurs AMD, a juste beaucoup trop, à mon avis, de commandes, et ils ont du mal à maintenir la demande. Et du coup, ça veut dire que techniquement, Intel est plutôt bien positionné à l'heure actuelle parce que Intel a pas mal de très bons processeurs qui dépassent ce que donne AMD pour le même prix. Même si un de ces processeurs en particulier, le 12900K, a une consommation monstrueuse, ils sont toujours au-dessus d'AMD au final. Et pour beaucoup de gens, c'est ce qui compte le plus. Donc, la réponse d'AMD, c'était ça. C'était les Ryzen 7000 et ils vont pas arriver avant la seconde moitié de 2022. Donc je pense qu'AMD est un peu en mode mince, un petit peu problématique ça. Ils ont d'ailleurs trouvé une solution en attendant qu'on va voir juste après pour contrecarrer un petit peu Intel, mais bon. Un autre truc qu'on a eu aussi comme information, et c'était donné par Lisa Su, qui est la directrice, enfin la CEO de AMD. Elle a dit que les Ryzen 7000 pouvaient atteindre 5 GHz sur tous les cœurs normalement. Là, j'étais en mode, what? Sur tous les cœurs. Ce qui est une assez grosse upgrade, parce que le plus haut qu'on a vu jusqu'à maintenant, officiellement, en tout cas, sans overclocking, c'était 4,5, il me semble, sur les Ryzen 5000. Il me semble que c'était les 5800X qui pouvaient atteindre 4,5 sur tous les cœurs. Avec le boost normal d'AMD. Et aussi, évidemment, avec l'overclocking, on a vu des Ryzen 5000 atteindre les 4,7 GHz, notamment, sur tous les cœurs. Même le 5950X, il est capable de le faire. Bon, ça fait une sacrée consommation à cette fréquence, mais vous pouvez le faire. Donc, on voyait qu'ils se rapprochaient petit à petit. Mais là, ça veut dire que s'ils disent 5 GHz sur tous les cœurs, ça veut dire officiellement, sans overclocking. Et ça, c'est déjà une sacrée upgrade. C'est-à-dire 500 MHz de plus, juste comme ça. Donc, ça veut dire que même si AMD a juste fait une petite upgrade au niveau performance avec l'architecture, ils ont déjà 500 MHz de plus, juste pouf comme ça directement. Donc ça devrait déjà donner un bon boost de performance. Et en plus de ça, on a vu d'autres technologies qu'ils avaient montrées. Donc ça semble plutôt prometteur. Maintenant, évidemment, on verra ça à la seconde moitié de 2022. Donc
un petit peu plus loin. En même temps, ils ont annoncé aussi les Ryzen 6000 au niveau mobile, qui ont des choses assez intéressantes. On en a parlé la dernière fois, mais notamment un truc que je n'avais pas remarqué, c'est qu'ils ont, au niveau graphique, ils ont l'architecture RDNA 2.0 maintenant, plutôt que les cœurs Vega. Et du coup, ça veut dire qu'on va avoir une sacrée upgrade au niveau graphique sur ces processeurs mobiles. Évidemment, ça ne sera pas forcément utile pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent un Ultrabook, par exemple, vous pourriez avoir juste ça, aucune carte graphique dédiée, vous aurez des très bonnes performances. Je pense aussi notamment aux consoles mobiles, notamment le Valve Index qui utilise un peu ce genre de choses au final. D'autres concurrents vont pouvoir faire l'équivalent au Valve Index avec un processeur même Zen 3 Plus ici, qui est gravé en 6 nanomètres maintenant, et une puce graphique RDNA 2.0, donc ça c'est une très bonne upgrade franchement. Comme j'ai dit, oui, c'est gravé en 6 nanomètres, donc ça devrait améliorer un petit peu la consommation, mais le truc avec la gravure, il faut le savoir, faites très attention, ça ne veut pas forcément dire ce que ça veut dire. En fait, chaque constructeur, ou plutôt par exemple TSMC, quand ils disent « Oh, c'est en 7 nanomètres », leur benchmark pour qu'est-ce que c'est le 7 nanomètres, c'est comme ils veulent en fait. Donc certains, c'est juste la taille d'un transistor. D'autres, ça va être la distance entre deux trucs. Ou ça peut être n'importe quoi en fait. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ça mène à des situations assez étranges où au final, le processus de gravure 10 nanomètres de chez Intel, en réalité, a une densité de transistors comparable à du 7 nanomètres en fait. C'est même pour ça que Intel, dans un truc un peu marketing foireux, a renommé le Intel 10 nanomètres en Intel 7, sans rien dire d'autre. Parce que c'est techniquement assez proche. Donc c'est juste pour vous illustrer que des fois, quand vous regardez juste les specs, ça ne veut pas tout dire derrière. Donc là, 6 nanomètres aussi bien, il n'y a aucune différence en fait. Aussi bien, ils ont juste un petit peu changé la façon dont ils mesuraient les choses, ou ils changent un petit peu leur définition de la gravure, et voilà, 6 nanomètres. Donc, je suppose que c'est juste un processus 7 nanomètres raffiné davantage, qui permet de graver un petit peu plus fin, peut-être éventuellement, et que c'est comme ça, c'est pour ça qu'il appelle 6 nanomètres. Il me semble que c'est la première fois que je vois une marque utiliser un truc en 6 nanomètres de toute manière. Tous les autres ont sauté directement vers le 5 nanomètres, ou le 3 nanomètres aussi qui arrive. Et AMD aussi va utiliser du 5 nanomètres normalement sur les Ryzen 7000, donc Zen 4. Donc c'est juste pour dire que c'est un peu étrange, mais bon. Dans tous les cas, j'espère que ça va améliorer la consommation. On aura des boosts qui pourront aller jusqu'à 5 GHz d'ailleurs au niveau mobile, mais c'est pas sur tous les cœurs ici, et des fréquences de base qui sont pas trop mal franchement. Donc ces processeurs mobiles AMD devraient être, quoi qu'il arrive, et ceux de la génération d'avant étaient très bons, donc ils devraient être très bons quoi qu'il arrive, surtout avec ce upgrade au niveau graphique. Maintenant évidemment il faudra voir ce que ça donne. Il y avait notamment une limitation, ça je me demande s'ils l'ont changé, on ne le sait pas encore, mais les Ryzen 3, ou plutôt les Ryzen 5000 mobiles, donc Zen 3, étaient limités à Win PCI Express sur ordinateur portable. Donc c'est-à-dire que toutes les cartes graphiques qui étaient branchées étaient seulement branchées avec Win PCI Express, ce qui était moins un problème quand ils sont passés à du PCI Express 4.0, mais qui était quand même étrange, vous voyez, c'est quand même étrange. Donc il faut voir s'ils ont un peu amélioré ça, en particulier, j'espère, parce que, ce serait un peu étrange que ce soit toujours un petit peu limité à ce niveau-là. Donc on verra bien, mais une chose est sûre, honnêtement, ils sont plutôt intéressants. Il y a aussi du coup des versions ultra portables qui sont sorties, notamment vous avez les 6800U et 6600U qui ont aussi des puces RDNA 2.0 et qui devraient consommer maximum 28 watts. GPU compris, donc plutôt intéressant. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ils n'ont pas mis la plus haute fréquence au niveau GPU, par contre, ça c'est les GPU les plus puissants, c'est au final dans les gros Ryzen 9. C'est un peu dommage ça. Je trouve ça toujours un peu étrange, parce que qui a le besoin le plus d'une carte graphique puissante? Le mec qui a un processeur milieu de gamme ou le mec qui a un processeur haut de gamme? Intégré à son processeur, je veux dire. Parce que si vous avez un Ryzen 9 6980 HX, vous avez certainement une RTX 3070 Ti ou je ne sais quoi intégré avec. Donc ouais, je trouve ça un peu bizarre personnellement. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a des bonnes upgrades. Ils ont aussi l'USB 4.0 pour information. Ça, c'est très important. C'est une assez grosse upgrade.
Ils sont passés aussi techniquement à la DDR5 sur cette génération mobile. Donc ça aussi, c'est une upgrade. Après, c'est une upgrade, mais ça peut être aussi un désavantage dans certains cas. Pour les processeurs ultra portables, ça devrait être un bon avantage, parce que ça devrait booster les performances de la partie GPU, notamment. Mais sur les gros processeurs, par contre, le problème, c'est si vous achetez un ordinateur portable gaming avec seulement 8 Go de RAM, ce qui ne devrait plus exister en 2022, si vous voulez l'upgrade, ça va vous coûter bonbon, en fait. Vous allez devoir payer de la DDR5. Donc ça peut être un problème. Ce que je vous dirais au final, c'est avec cette sortie-là, c'est le bon moment d'acheter les modèles de l'année dernière qui, au final, ne sont pas si différents, franchement. Il y a une upgrade de performance, mais elle n'est pas aussi importante qu'elle n'y paraît. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment. Allez voir s'il n'y a pas des réductions sur les modèles de l'année dernière. Regardez si c'est une vraie réduction, parce que c'est pas juste parce que le prix est barré que c'est une vraie réduction. Allez voir en ligne si le prix est vraiment plus bas sur le reste, on va dire, des autres sites e-commerce. Mais il y a une affaire à faire ici pour vous. Si vous êtes prêt à regarder un petit peu, les modèles de l'année dernière sont certainement en déstockage pour le moment, surtout en janvier, hein, c'est le mois du déstockage souvent. Donc, allez voir, ça peut valoir la peine. Surtout en ce moment, vu qu'on n'a pas trop de cartes graphiques au niveau PC fixe, ça peut être une alternative de prendre un très bon ordinateur portable pour quelqu'un. Ensuite, toujours une news au niveau processeur avec la réponse, comme je vous avais dit, d'AMD par rapport à Alder Lake de chez Intel, donc les Core Intel de 12e génération. Ils ont décidé de sortir, et ça va sortir Q2, donc il me semble, c'est le deuxième trimestre, voilà. Ils vont sortir un Ryzen 7 5800 X3D. Donc, c'est la technologie qu'ils avaient montrée l'année dernière, où ils avaient mis un cache supplémentaire par-dessus le processeur, en gros. Donc, c'est pour ça qu'ils disent 3D au final. Et du coup, c'est un cache assez important quand même de 64 MO en plus du cache du processeur. Et le cache, en réalité, sur les processeurs, si vous ne savez pas, ça fait une assez grosse différence au niveau performance. Et même, il y avait une vidéo très intéressante d'Hardware Unbox sur le sujet, où il montrait qu'au final, c'était surtout l'upgrade de cache qu'avait fait Intel pendant des années qui avait augmenté les performances sur leur processeur. Donc c'est juste pour vous dire. Donc là, ce cache en plus change vraiment les choses. Ça fait une bonne upgrade de performance. Pas toujours dans tous les jeux. Dans certains jeux, ce sera une petite upgrade, mais ouais. Donc là, ils ont montré par rapport aux 12900K. Ce sont des chiffres d'AMD, toujours à prendre avec des pincettes. Et comme vous pouvez voir, ils reprennent la couronne des performances. Donc, ma foi, j'ai AMD là-dessus. Maintenant, ça ressemble un peu à une réponse à la va-vite, vous voyez. Enfin, c'est pas à la va-vite, mais c'est genre, oh mince, Intel a fait quelque chose de bien. Regardez, un processeur avec de la 3D. Oh, c'est bien, hein, en attendant qu'on sorte notre prochain processeur. Donc ouais, c'est vraiment une réponse d'AMD pour éviter que Intel ait juste le champ libre jusqu'à quand qu'AMD sorte les N4. Donc, yep. Mais bon, si c'est performant et que ça fait le job, pourquoi pas. C'est un peu bizarre par contre qu'ils aient pas sorti un 5900 X 3D. C'est juste le 5800X qui est un weaker 16 threads. Donc c'est quand même un très bon processeur, mais c'est juste un petit peu étonnant parce que l'équivalent au niveau un peu processeur qui aurait correspondu le mieux au 12900K, c'est le 5900X. Même s'il a techniquement moins de cœur, parce que le 12900K a plus de cœur haute efficacité énergétique, il est assez équivalent au niveau prix surtout. Et du coup, avec ce boost de performance-là, ça l'aurait mis par-dessus Intel. Donc c'est un peu étonnant. Après, à voir. Il faut voir aussi le prix, parce que si le prix est juste abusé, et aussi il faut se dire que ça vaut pas tellement la peine. Genre, c'est une plateforme... je vous rappelle que avec les nouveaux processeurs Ryzen, forcément, il y a une nouvelle plateforme AM5 qui va arriver. Donc, c'est-à-dire que là, si vous passez sur ce processeur-là, si vous achetez une carte mère, vous achetez une carte mère qui ne servira que pour ce processeur. Genre, vous n'aurez plus jamais d'autres processeurs après à mettre dessus. Donc, le seul cas que je vois, c'est si vous avez peut-être une carte mère en B450. C'est un peu poussé, mais si c'est une bonne carte mère en B450 et que vous voulez faire une dernière upgrade avec, ça peut valoir la peine. Peut-être une carte mère en X470 éventuellement. Il devrait les supporter. Il y aura peut-être des petites limitations, mais il devrait les supporter. Ou éventuellement, vous avez déjà une carte mère en B550 et vous avez peut-être,
je sais pas moi, des autres Ryzen. Vous avez un Ryzen 3600 par exemple, ou un 3800, et vous voulez faire, ou un 3700X, et vous voulez faire une petite upgrade juste au niveau processeur, et vous n'avez rien à faire de changer la carte mère ni la RAM, ça peut valoir la peine, mais un peu étrange quand même. Ensuite, toujours au niveau processeur, vous avez Intel qui a annoncé leur 12e génération de Core Intel basée sur l'architecture Alder Lake sur tout ce qui est ordinateur portable, ainsi que la version milieu de gamme, celle qu'on attendait avec beaucoup d'impatience et qui est vraiment pas mal, mais pas autant que je ne le pensais. Je vais en parler. Pourquoi? Dans tous les cas, comme vous pouvez voir, nous avons toute la gamme de processeurs mobiles déjà avec le nouveau flagship qui sera le 12900 HK plutôt. HK, le K, c'est parce qu'il est overclockable pour ceux qui se demandent. Donc, basiquement, il a les mêmes specs que le 12900H. Donc, pour ceux qui se demandent, hey, il a exactement les mêmes specs, quelle est la différence? C'est parce que la version K est overclockable. Donc, vous pouvez aller dans le BIOS et l'overclocker techniquement. Ce qui peut valoir la peine en réalité, si vous le voyez au même prix, parce que ça veut dire que vous pouvez aussi le downvolter. Et ça, c'est très intéressant selon moi. Mais bon, dans tous les cas, ce sont des processeurs 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique. Donc, un peu étrange en réalité, parce que Intel, à la génération d'avant, avait des processeurs 8 cœurs 16 threads. Ok, donc là, on est à 6 cœurs haute performance, qui ont 6 threads encore en plus les 8 cœurs haute efficacité. Donc, on s'en sort avec plus de threads au final, mais on perd 2 cœurs haute performance techniquement. Après, c'est une nouvelle architecture qui est plus performante, donc ça compense. Et aussi, on est au niveau mobile. Donc, c'est un peu un choix étrange, mais je pense que c'est le meilleur choix en vrai, parce que pour les jeux, vous n'avez pas besoin de plus de 6 cœurs, franchement, haute performance pour faire le rendu du jeu. Donc, ils se sont dit 6 cœurs, c'est bon. Et quand vous avez besoin de plus de perf pure pour un programme 3D ou autre chose, les 8 cœurs haute efficacité énergétique, même s'ils ne sont pas les plus performants, ils sont 8, donc ça fait quand même beaucoup. Et ça donne ce boost en plus de performance. Donc, visiblement, ça fait le job parce qu'il y a déjà des benchmarks qui ont été leakés et ça montre que ce processeur est le plus performant qui existe sur ordinateur portable à l'heure actuelle, sans savoir ce que vaut les derniers d'AMD, il faut le savoir, mais ils ont l'air très performants, donc visiblement ça marche. C'est aussi logique qu'ils mettent plus de cœurs haute efficacité énergétique parce que ils sont plus efficaces au niveau énergétique et dans un ordinateur portable, vous avez besoin de cette efficacité énergétique contrairement à un ordinateur fixe. Donc, yep, ça paraît être un drôle de choix, mais je pense que ça devrait plutôt bien payer. Après, le plus étrange, c'est que du coup, les Core i7 ont exactement la même configuration. Le 12700H a 6 cœurs, haute performance, 8 cœurs, haute efficacité énergétique. C'est juste qu'il a un petit peu moins de fréquence. Donc, franchement, quand je vois tout ça, je pense que le 12700H va être le plus intéressant. Honnêtement, ça va être le plus intéressant. Vous avez aussi les i5 qui sont en réalité pas trop mal. Peut-être pas forcément toujours le meilleur choix, mais en réalité, ils sont vraiment pas mal parce qu'ils ont quand même 8 cœurs haute efficacité énergétique. Donc ça, j'étais assez surpris quand j'ai vu ça. Donc notamment le 12500H devrait être un très bon choix aussi au niveau ordinateur portable. Si Intel a bien fait son travail, en tout cas, et qu'ils n'ont pas nerfé d'une autre manière, parce que ça arrive. Justement, un nerf qu'on va parler, on le voit en réalité ici, sur le i5, il y a moins de cache. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait aussi sur les Core Intel. Où est-ce qu'ils sont? Non, c'est pas ceux-là. Si, non, ça, c'est encore les autres. Ça, c'est ceux qu'on a vu la semaine dernière, d'ailleurs. Donc ça, c'est les versions P. Donc c'est les versions plus efficaces au niveau énergétique. Donc ils ont seulement 4 cœurs haute performance, à part le plus gros. Et puis 8 cœurs haute efficacité énergétique. Donc ça, c'est plus pour des ultra portables, pour ceux qui se demandent. Et on a les U aussi, qui sont évidemment haute efficacité énergétique. Par contre, eux, c'est 29 watts maximum. Qui ont quand même... Ouais, ils ont 2 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique. Donc ça, c'est un peu particulier. On verra bien ce que ça donnera. Et on a encore une autre version des U, ici. U. Et puis, on a les H-Series qui sont, les voilà, ici. Donc là, vous avez notamment des versions basse consommation du 12900. Mais vous avez surtout, et c'est le plus important, hop, dans un autre slide, c'était celui d'à côté, les 12400, les 12300 aussi d'ailleurs. Notamment, vous avez les quelques Core i3. Et ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'ils sont à un prix assez avantageux. C'est ce qu'on attendait le plus, notamment le 12400F. Là, devrait être plutôt intéressant. Donc, il a 12 cœurs au total, pour information. Donc, c'est 6 cœurs haute performance,
et 6 threads en plus, mais il n'a pas de cœur haute efficacité énergétique, c'est pas un problème selon moi. Et du coup, oui, il devrait être plutôt intéressant. Le seul truc, c'est que vous pouvez voir, ils ont nerfé le cache. Donc là, ils sont à 18 mégas sur ce Core i5, comparé à justement les Core i7 et tout ça qui avaient 25 mégas. Et visiblement, c'est ce qui fait un peu la différence dans certains jeux, ce cache, et aussi de la fréquence qui est un petit peu plus basse, mais c'est les nouveaux King quoi qu'il arrive. Il y a déjà des tests qui ont été faits sur Hardware Unbox, apparemment ils sont déjà disponibles. C'est les nouveaux King. Pour ceux qui se demandent, si vous devez prendre un processeur mobile, un processeur milieu de gamme plutôt, à l'heure actuelle, le 12400F est le meilleur. Maintenant, il faut voir le prix. Faut voir s'il n'y a pas certains revendeurs qui s'amusent à le mettre hyper cher, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous avez aussi le Core i3 qui lui aussi a été testé, qui du coup a un 4 cœurs seulement. Bon, après, ça va encore. Ça commence à, on va dire, ça atteint un peu ses limites en 2022, mais ça va encore. Et lui aussi est très performant pour le prix. Il a à peine un peu plus, il a 97 $ dans la version graphique. Donc il devrait être à un peu plus de 100 €. Et là, c'est imbattable. Franchement, c'est votre meilleure option. Ils ont aussi un nouveau refroidissement par défaut, comme vous pouvez voir, qui est étonnamment agréable à regarder, mais étonnamment pas très impressionnant niveau, on va dire, refroidissement. Donc, je pense qu'ils auraient dû peut-être dépenser moins d'argent sur le rendre joli avec des LED et peut-être le rendre meilleur niveau performance. Mais bon, c'est pas grave. Je suppose qu'ils se disent que la plupart des gens le remplacent ou autre chose, donc yep. Et ça, vous les avez surtout sur les versions, les plus petits processeurs, par exemple, sur tout ce qui est les 12600K et tout ça, vous n'avez pas ça de toute façon. Donc yep. Ensuite, on sort un petit peu des news du CES, mais on va y retourner très vite. Mais je voulais quand même le noter. Vous avez le James Webb Telescope qui a été entièrement déployé. Donc oui, c'est fini maintenant. Alors, il est toujours en chemin vers le plan Lagrange L2, mais il est entièrement déployé. Donc, pour ceux qui stressaient là-dessus, notamment moi, de se dire, est-ce qu'il va se déployer correctement? Est-ce qu'il va pas avoir un problème? Il est entièrement déployé. Donc là, il va finir son voyage, il va se mettre en position, et une fois que c'est fini, ils vont commencer à capturer des images avec. Et ils ont dit d'ici l'été 2022, on devra avoir les premières images. Et j'ai très hâte de voir ça. Là, vous avez une maquette, c'est ça qui était plus intéressant sur cet article. Vous avez cette image avec la maquette. Donc, c'est pas le vrai, hein, c'est un faux, mais il a exactement la taille du vrai. Et comme vous pouvez voir, il est massif. C'est vraiment un satellite qui est massif, hein, franchement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il devait le plier à l'intérieur du fairing ou la coiffe, on me l'a dit le terme en français, la coiffe de l'Ariane 5, parce qu'il n'y avait pas la place sinon. Et d'ailleurs, encore une fois, hein, je vous rappelle que l'Ariane 5 a fait un tellement bon travail qu'ils ont beaucoup plus de carburant à utiliser pour la mission. Il me semble que c'était une dizaine d'années qu'ils pouvaient gagner en termes de carburant, parce que l'Ariane 5 a fait juste parfaitement tout. Ils ont vraiment pu utiliser le moindre gramme de performance, on peut dire, de l'Ariane 5. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ils ont pu vraiment la pousser au maximum pour mettre justement le satellite le plus dans la meilleure orbite possible pour qu'il utilise le moins possible de son propre carburant. Donc ça veut dire que oui, ça devrait augmenter sa durée de vie d'opération, et ça c'est une très bonne news, parce que quand il est au point L2, petit à petit son orbite va se dégrader, notamment le fait... Mais vous voyez cet énorme bouclier, hein, qui le protège du soleil et qui permet aussi de garder une température assez basse de l'autre côté. Le problème, c'est que ça fait voile en fait. Le soleil qui frappe contre ce truc va faire voile en fait. Et donc à force, ça va changer l'orbite. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de réajuster l'orbite de temps en temps pour être sûr qu'elle soit bonne. Ils avaient aussi d'autres mécanismes qui étaient assez intéressants pour justement contrecarrer ça. Il me semble notamment qu'ils avaient déployé un autre truc pour faire aussi voile avec le vent solaire. Et ils l'ont même utilisé aussi en partie à leur avantage en réalité pour rejoindre l'orbite. Donc c'est juste pour vous dire. Mais après, quand ils seront en orbite, par contre, là, ça va jouer contre cet effet de voile solaire. Donc c'est un petit effet en réalité. C'est pas grand-chose, surtout vu la taille du satellite, ou plutôt le poids. Mais ça s'ajoute. Vous voyez, au fil des années, ça va vite faire la différence. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de carburant pour de temps en temps remettre exactement dans la bonne orbite. Donc, yep.
C'est pour ça qu'il ne peut pas rester éternellement, ou en tout cas, il ne pourra pas rester autant qu'il le veut en orbite là où il sera, pour ceux qui se demandent. Mais bon, dans tous les cas, normalement, ils avaient 10 ans de prévu et ils devraient avoir une vingtaine d'années avec ce lancement qui s'est hyper bien passé. Donc, une vingtaine d'années, c'est quand même déjà très, très bien. Donc, on verra ce que ça donnera. Ensuite, on passe à des news plus générales sur le CES, notamment avec tout ce qui est un petit peu écran. Vous avez cette news sur Ars Technica qui est assez intéressante. Alors, ça, j'ai déjà montré cet écran-là, mais notamment, vous avez d'autres écrans qui sont plutôt intéressants. Alors, Asus a sorti un 1440p à 360 Hz. Je ne sais pas si ça va forcément intéresser beaucoup de gens, mais voilà, ça existe pour ceux qui se demandent. Non, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était notamment le Samsung Odyssey Neo G8, qui est un écran 4K, 240 Hz. Alors, encore une fois, si vous trouvez un jeu qui tourne en 4K à 240 Hz, vous m'appelez. Il y en a un, mais il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, le truc, c'est que pour atteindre les 240 Hz, je ne sais même pas, ils ont juste un seul port HDMI 2.1, mais ça veut dire qu'ils doivent utiliser de la compression. Hein. C'est sûr et certain. Vous pouvez pas. L'HDMI 2.1 n'a pas assez de bande passante pour ça, donc à mon avis, il compresse l'image et vous avez moins de données au niveau des couleurs aussi. Donc, il y a des sacrifices qui sont faits pour atteindre les 240 Hz, mais c'est assez bien de la folie. 240 Hz en 4K, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, l'avantage aussi que je vois, c'est que vous pouvez le faire tourner en 1080p 240 Hz du coup. Et comme c'est du 1080p, c'est juste 4 fois plus petit au niveau résolution. Donc, c'est-à-dire que le scaling devrait être correct sur l'écran. Donc, un pixel devient 4 pixels. Et du coup, ça devrait ne pas vous donner des drôles de trucs au niveau de l'image. Si vous mettez en 1440p, ça devrait vous donner un peu des trucs étranges. Par contre, parce que là, la division n'est pas correcte. Vous passez du 4K. Vous prenez une image 1440p, vous la mettez sur un écran 4K. Vous aurez un petit peu des trucs bizarres. Mais vous pourriez le faire quand même et tourner en 240 Hz. Donc ça peut valoir la peine dans ce sens-là. Vous voyez, vous prenez juste cet écran en mode « Oh, c'est l'écran ultime. Voilà, je suis tranquille. » Et dans certains jeux, oui, je tournerai qu'en 1440p, mais dans d'autres jeux, je serai en 4K. Surtout quand il y aura des meilleurs cartes graphiques à ce niveau-là. Mais bon, ça, c'est le LG qu'on avait vu. On a aussi un ultra-wide de chez HP, beaucoup moins intéressant selon moi. Ça, par contre, l'Alienware AW3423DW, encore une fois, des magnifiques noms d'écran. C'est un écran OLED, et c'est même un écran QLED de chez Samsung. Donc, la nouvelle technologie OLED de chez Samsung. Et très intéressant, selon moi. C'est la première fois déjà qu'on voit... Enfin, c'est l'une... Il y en a déjà eu, mais c'est la première fois qu'on voit Alienware, il me semble, faire un écran OLED. Et ça vient avec une garantie de 3 ans. Il faut le savoir. 3 ans avec même du screen burning. C'est-à-dire que si vous avez du burning sur l'écran OLED, ce qui arrive avec les écrans OLED, c'est couvert dans la garantie. Donc ça, c'est genre plutôt cool. C'est la première fois qu'on a une vraie garantie au niveau d'un écran OLED comme ça. Donc, yep, c'est ça qui... Non, c'est QD-LED d'ailleurs. Je confonds à chaque fois. Il y a tellement de technologies OLED. Oui, ils avaient le QLED qui est pas du OLED, du QD-OLED. Ça devient compliqué. Il faudrait peut-être une simplification à ce niveau-là. Un autre écran qui était très intéressant et qui est complètement fou, c'est le Odyssey Arc 55 pouces, qui est un écran de 55 pouces, 16 neuvième d'ailleurs. C'est pas un ultra-wide, donc il est vraiment, c'est une TV le truc, massif en plus. Et il a une énorme courbature, j'allais dire, non, ça ne va pas. Il est assez bien curvé, oui. Donc c'est une curvature. Comment on dit? Oh, je n'arrive plus à parler français. Le français, c'est compliqué. Bref, il a une courbe de 1000 R. Donc c'est une courbe très serrée, pour information. Plus le chiffre est petit, plus la courbe est serrée, pour ceux qui se demandent. Et le plus intéressant, c'est, je vous invite à aller voir une vidéo de ça, parce que j'en ai pas une là, la télécommande. C'était hyper intéressant. Donc notamment, quand ils le mettaient en mode vertical comme ça, vous pouviez avoir un écran et un écran. Donc vous aviez 3 inputs différents. Donc l'avantage, par exemple, pour un streamer, c'est qu'il pouvait avoir le jeu, l'écran de retour de stream, et peut-être même le PC de stream tout en haut. Et la télécommande permettait de switcher très rapidement entre les inputs. Genre, ça marchait hyper bien. Et ça, c'est le truc qui m'a intéressé le plus, parce que autant l'écran est beaucoup trop gros, moi, il rentrerait pas là. Enfin, je pense, même moi qui ai de la place, et j'ai un écran 43 pouces devant moi, 55 pouces, c'est juste beaucoup, beaucoup trop gros. Mais
pour quelqu'un qui aurait la place, ça peut être intéressant. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette télécommande. J'aimerais voir ce système de changement d'output et tout ça sur des écrans plus raisonnables niveau taille. Parce que c'est génial, franchement. Une version, par exemple, même une version 48 pouces, ce serait déjà un upgrade. Ce serait génial parce que là, on pourrait justement utiliser on pourrait utiliser à pleinement profit ces fonctionnalités de changement d'output. Parce que le truc avec les écrans grand format comme ça, c'est que vous avez énormément de une place, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais Windows, voilà, par exemple, si vous voulez jouer à un jeu sur une partie de l'écran, vous devez jouer en mode fenêtré. Mais quand vous jouez en mode fenêtré, vous perdez beaucoup de choses. Les performances ne sont pas aussi bonnes aussi. Et vous devez gérer les fenêtres et tout ça. Vous avez des outils pour gérer les fenêtres, mais c'est pas parfait. Hein. C'est vraiment pas parfait. Du coup, là, l'avantage, c'est que c'est vraiment des inputs. C'est l'écran de lui-même qui affiche différents inputs sur lui-même. Et là, alors ça peut rajouter de la latence, donc il faut faire attention à ça. Mais ça permet surtout d'éviter tous les problèmes de Windows. Et là, vous pourrez avoir même 2 PC connectés différents sur le même écran. Et jusqu'à maintenant, ça s'est fait. Hein. Il y avait des écrans qui le font. Même l'écran que j'ai devant moi le fait. Mais c'est, comment dire, bancal. Oui, bancal est le meilleur terme. C'est long des fois. Ça met du temps à répondre. C'est pas pratique. Vous n'avez pas une télécommande pour le faire. C'est juste pas pratique en fait. Je pense qu'il y en a qui le font quand même. Ou il y a peut-être les gens qui l'utilisent, en fait, ils l'ont configuré une fois. Et peut-être qu'ils ont 2 profils où ils changent vers oh, j'utilise le full écran ou alors j'utilise l'écran divisé entre plusieurs outputs. Mais c'est tout, quoi. Là, avec cette télécommande, ça a l'air beaucoup plus intéressant. Donc, ouais. Le truc que j'ai retenu le plus, c'est cette télécommande. Mais en réalité, cet écran-là correspondrait assez bien à ce que je fais, moi. Parce que j'ai un écran principal, un écran secondaire. Cet écran secondaire, des fois, j'en ai pas besoin, en fait. Si là, je pouvais juste avoir cet écran-là, le retourner en mode vertical, avoir ce que je suis en train d'enregistrer en bas, et puis au-dessus, j'aurais le retour d'enregistrement, et encore au-dessus, j'aurais des fenêtres additionnelles, ce serait génial. Mais bon, 55 pouces, c'est un peu grand quand même. C'est même massif. C'est une TV, hein, comme j'ai dit, c'est littéralement une TV en termes de taille. Le pied aussi est énorme. Donc, ouais. Et voyez d'ailleurs, pour que l'écran puisse se mettre verticalement, ce pied-là, il est vraiment énorme. Allez voir une vidéo du truc en fonctionnement. Vous allez voir, un mec devant, il est petit. Hein. La télécommande, vous pourriez dire, oh, selon la télécommande, ça n'a pas l'air très grand. La télécommande est énorme, en fait. Donc, yep, c'est un peu trop gros, je dirais. Ensuite, on passe à des concepts tout aussi étranges, mais au niveau ordinateur portable, notamment Lenovo, qui a montré un ordinateur portable ultra-wide. Yep. Donc on a des écrans ultra-wide, c'est plutôt cool, mais eux ils se sont dit, on va faire un ordinateur portable ultra-wide. Alors il y avait déjà Alienware qui en avait fait un ordinateur gaming ultra-wide, mais il était massif et c'était pas très pratique. Ici, c'est un ordinateur déjà beaucoup plus utilisable. Et du coup, avec l'extra de place que vous avez, ils ont mis une tablette. Enfin, ils ont mis un écran tactile. Donc vous pouvez pas l'enlever, hein, mais vous pouvez l'utiliser comme tablette tactile et dessiner dessus et tout ça. Donc, pour quelqu'un qui est un artiste ou autre chose, alors il faut voir si le temps de réponse de cet écran est très bon et tout ça, parce que peut-être que c'est moins bon qu'une tablette graphique qui serait beaucoup moins chère. Mais si c'est aussi bon, par contre, c'est plutôt cool, hein, parce que ça vous permet de dessiner. Vous voyez ce que vous faites aussi sur l'écran, et vous pouvez le voir aussi sur l'autre écran ici. Et c'est intuitif en fait. J'aime vraiment bien ce concept. Honnêtement, ça ressemble à un concept en mode web, un peu étrange. Genre, oh, on l'a fait parce qu'on pouvait le faire. Mais en réalité, je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont en mode hey, j'adorerais un truc comme ça. Genre, c'est exactement ce qu'il me faut en fait. Et surtout, si vous devez vous trimballer une tablette à côté, c'est un truc en plus. Alors que là, tout est intégré. Et je suppose que le stylet, vu sa forme, à mon avis, il doit se mettre quelque part dans l'ordinateur portable. C'est génial, franchement. Donc ouais, ça je suis plutôt intéressé personnellement. Alors pas pour moi, mais je me dis, hey, il y a des gens qui voudraient bien ça. Du coup c'est intéressant. Alors là, je sais pas, l'image est un peu déformée ici, faites pas attention. Et l'ordinateur paraît écrasé sur cet axe-là, je sais pas pourquoi, mais bon. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des trucs graphiques avec, hein, pour information. Vous pourriez avoir un truc de contrôle, vous pourriez avoir votre logiciel de stream là-dessus.
si vous comptez streamer. Alors, pas forcément streamer des jeux, évidemment, mais si vous comptez streamer des choses que vous faites sur votre ordinateur portable, ça peut être intéressant. Donc, franchement, moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, mais ça devrait être pas mal. On a aussi Samsung qui a montré un petit peu des concepts et tout dans le genre un petit peu prototype, notamment des tablettes qui se pouvaient se plier. Donc là, vous avez une tablette qui peut se plier en 3. Donc là, ça vous donne basiquement une tablette. J'ai vu quelqu'un qui disait « Oh, ça vous donne un téléphone. » Je suis en mode « C'est un gros téléphone. » Non, ça vous donne plutôt une tablette, genre on dirait un peu 7 pouces. Et quand vous le dépliez à fond, vous avez un écran beaucoup plus impressionnant et encore plus utilisable. Donc ça, c'était plutôt cool, franchement. Et il y avait d'autres concepts, une version plus petite, notamment ici, vous voyez, où il s'ouvre sur l'extérieur. Vous avez encore plus de taille. Et puis après, vous pouvez ouvrir le truc. Et là, ça vous donne un très grand écran. Et encore plus de concepts, comme notamment ici, encore une fois, un truc, là on a un guide, voilà, où il se plie en 3 fois, et il se plie sur lui-même. Donc ça protège l'écran, et ça vous permet d'avoir un appareil plutôt petit. Il pourrait même mettre un écran sur l'extérieur pour voir les notifications et tout ça. Mais ouais, franchement, plutôt intéressant. C'est juste des concepts, hein, pour ceux qui se demandent, c'est pas des produits qui vont sortir, mais ouais. Il y avait aussi le Flex Note. Donc là, c'est ce qu'on avait déjà vu une fois de chez Lenovo. Donc c'est basiquement, on dirait un ordinateur portable, sauf qu'il n'y a pas de clavier, c'est un écran aussi en dessous. Donc ça vous donne un énorme écran. Mais ouais. Une chose est sûre, beaucoup d'écrans pliables lors de ce CES. Il y a encore plus de news là-dessus. Il y avait aussi Asus qui a montré des trucs, mais yep, je vous montre juste vite fait ce qu'a fait Samsung, parce que Samsung est un peu un leader dans le milieu. Donc, yep. Ensuite, on a Asus qui a montré un autre truc assez intéressant. C'est l'Asus Rockflow Z13 qui est basiquement une Surface Pro pour gamer. Donc c'est une tablette de 13 pouces, un peu plus épaisse en réalité, oui, qu'une Surface Pro. Et vous avez le clavier peut se détacher, ça devient une tablette. Vous avez un kickstand à l'arrière, un peu comme la Surface Pro. Et dedans, par contre, contrairement à une Surface Pro, vous avez pas mal de puissance. Donc vous avez jusqu'à un Core i9 12900H, si je me souviens bien. Donc c'est un 14 cœurs, donc 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique. Et vous avez une RTX 3050 Ti, version évidemment mobile, qui peut monter jusqu'à 40 watts. Donc c'est pas l'ordinateur gaming le plus puissant. Mais un tel niveau de puissance dans un aussi petit format, c'est incroyable. Un autre truc qui est assez impressionnant, qu'ils ont une garantie que une garantie. En tout cas, ils ont dit que le ventilateur ne dépassait pas les 40 décibels. Donc le ventilateur à l'arrière. Parce que ça, c'est quelque chose qu'évidemment, vous pourriez vous dire, oh, vous regardez ça, vous êtes en mode, ça va chauffer à mort, quoi. Ou ça va faire du bruit. Mais visiblement, ils semblent avoir plutôt bien géré ça. Vous avez une énorme... Ils l'ont montré un petit peu, il y a des vidéos sur le sujet, vous pouvez voir. Il y a une énorme chambre à vapeur, en fait, à l'intérieur. Et du coup, ça permet de plutôt bien refroidir. Et comme l'air rentre à l'arrière de la tablette, ici, et ça sort directement dessus, il respire plutôt bien, en fait. Donc, il est mieux refroidi qu'un ordinateur portable où la surface qui sera en dessous bloquerait une partie du flux d'air. Donc, honnêtement, je pense qu'il peut être bien refroidi. Je ne m'attends pas non plus à ce qu'il soit, ce 12900H soit aussi bien refroidi qu'un énorme ordinateur portable gaming, mais il devrait être suffisamment bien refroidi pour être utilisable. Et du coup, pour information, moi j'ai le ROG Flow X13, qui était une version AMD ici, et qui était un peu la même chose, sauf que le clavier n'était pas détachable, et du coup, tout ce qui était processeur et tout ça était en dessous du clavier. Donc, c'était plus un Ultrabook 13 pouces, mais que vous pouviez transformer en tablette. Et ce X13, je l'ai acheté personnellement, et je l'adore. C'est vraiment un ordinateur portable que j'utilise beaucoup. Après, vous devez le savoir, je suis très tablette. J'en parle souvent, mais je le redis, j'adore les tablettes. Du coup, quand j'ai vu ça, j'étais en mode génial. Et normalement, je devrais l'avoir en test. Donc, il y aura une vidéo qui va sortir prochainement où je parlerai du coup de ce X13. Et j'ai vraiment hâte, franchement, de voir ce que ça donne. Parce que c'est mon truc, les tablettes. Et j'avais le X13, donc là, le Z13 m'intéresse encore plus. Parce que là, c'est une vraie tablette. Là, on est vraiment au niveau d'une tablette. Il a aussi une fonctionnalité qu'il hérite de son grand frère, on peut dire, qui est du X13 donc, et qui est le port XG mobile. Donc sur la tranche, vous avez un port avec un USB type C et puis un port un peu plus haut. Et en gros, ce port vous permet de brancher une carte graphique externe. Et du coup, vous pouvez brancher jusqu'à une RTX 3080 et certainement une 3080 Ti
dans le futur s'ils font une version là-dessus. Donc, énormément de puissance en fait. On commence à arriver, selon moi, un peu au futur en quelque sorte, où vous avez un appareil pas très grand forcément, mais avec peut-être un écran dépliable dans le futur, un écran OLED dépliable ou autre chose, qui a une bonne puissance quand même, et vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous êtes en déplacement. Puis vous arrivez à la maison, vous le mettez dans son dock pour qu'il recharge, et ça le branche automatiquement à une carte graphique encore plus puissante, et là vous pouvez jouer avec. Et là, on a déjà pratiquement tout ce qu'il faut. Donc c'est ça que j'aimerais tester notamment avec le Z13. Je ferai une vidéo dessus, mais je vais aussi voir pour faire une vidéo où je switch carrément. Pendant une semaine, je n'utilise que ça. Genre, je l'utilise en mode dock, et puis je le débranche, et puis je l'utilise où je veux dans la maison, en mode je travaille, dans le canapé, je suis tranquille, en mode détendu. Et puis quand je veux jouer, hop, j'arrive ici, pouf, je branche dans le dock. Ça branche automatiquement à tous mes écrans, à ma table de mixage, à mon clavier, ma souris, et hop, je suis prêt à jouer, quoi. Ça, j'ai envie de tester, parce que selon moi, c'est pas le futur de tout le monde, mais c'est une partie du futur, clairement, et c'est, selon moi, très intéressant. Alors, je sais pas trop les idées des prix, par contre, je sais bien que le X13 était assez intéressant au niveau prix, en réalité, par rapport à ce qu'il avait dedans, réellement. Il était plus cher qu'un ordinateur portable, pure gaming ou autre chose, mais quand vous regardiez le prix des Ultrabook 13 pouces, il n'était pas si cher que ça. Donc j'espère que le prix restera toujours contenu par rapport au X13, mais ouais. À savoir aussi que le X13 existe toujours, ils l'ont même update à l'intérieur, donc il a notamment les nouveaux Ryzen Mobile 6000, donc il devrait être, quoi qu'il arrive, très intéressant. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne, donc ça vous aurez une vidéo sur le sujet. Garantie. Ensuite, une dernière news au niveau un petit peu CES. On en parlera encore la semaine prochaine de certains trucs CES, certainement les trucs ridicules la semaine prochaine. Mais du coup, la dernière news, c'est au niveau, encore une fois, d'écran. Oui, c'est un peu l'année des écrans. Notamment, vous avez Asus qui a montré 2 écrans OLED gaming. Et notamment, vous avez un 42 pouces et un 48 pouces. Alors, 48 pouces, trop grand, je trouve personnellement, quoi qu'il arrive. LG avait déjà une TV 48 pouces OLED, et je pense que le panneau vient de chez LG, c'est sûr et certain, parce que LG a aussi annoncé cette année-ci une TV OLED de 42 pouces, et comme par hasard, Asus va sortir un écran gaming 42 pouces, donc je pense qu'on sait exactement d'où vient le panneau. Après, évidemment, l'avantage, c'est que quand vous avez la TV, vous avez toutes les fonctionnalités de la TV, ce qui peut être pratique pour certaines personnes, mais dans d'autres cas, ça veut dire que toutes les fonctionnalités de la TV se mettent dans votre chemin, en fait. Ça vous empêche d'apprécier l'écran, en fait. Donc là, au moins, c'est juste un écran. Vous n'avez pas plein de trucs de Smart TV. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme un écran. Un autre truc aussi que je vois, c'est que Asus a quelques technologies en plus, évidemment, que n'a pas LG sur leur TV. Et donc ça pourrait faire aussi la différence. Du coup, assez intéressé de voir ce que ça donne. J'ai déjà changé d'écran récemment, donc personnellement, je ne changerai pas à nouveau. Mais je suis intéressé de voir, quoi qu'il arrive, ce que ça donne. Je suis aussi intéressé de voir le prix, parce que le truc, c'est que la TV OLED de chez LG, je l'ai même vue en promotion, elle est en dessous de 1000 €, le modèle de l'année dernière, donc la C1. Elle est juste en dessous de 1000 € en ce moment. Et la nouvelle C2, du coup, ce sera, oui, en 48 pouces, devrait coûter 1400 € normalement. Et aussi, le modèle 42 pouces devrait être encore moins cher. Donc lui, il devrait coûter peut-être 1200 €, peut-être un peu plus de 1000 €. Du coup, je suis intéressé de voir si Asus va être en mode « Oh !» Parce que la dernière fois, enfin, les plus gros écrans gaming de chez Asus, ils coûtent genre 3000 €, 4000 €. Du coup, mais ils peuvent pas se permettre, évidemment, ça semble logique, de « Oh, on prend l'écran de LG et puis on rajoute, oui, des fonctionnalités gamer, mais après, on augmente le prix x2. » Non, c'est juste... S'ils font ça, ça n'a aucun sens, en fait. Là, je dirais juste aux gens, si vous voyez ça, prenez juste la TV LG, franchement. Oui, c'est une TV, il y a quelques désavantages des fois, mais il y a un mode gaming intégré qui vous permet de juste jouer. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser comme ça et juste ne jamais la connecter à Internet, et aucune des fonctionnalités intelligentes ne sera utilisable. Et l'avantage aussi, techniquement, de la TV LG, c'est que vous pouvez la mettre à jour, en réalité. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées, vous pouvez la mettre à jour. Donc, j'espère qu'Asus va pas se tirer une balle dans les pieds eux-mêmes, parce que
yep. S'ils le vendent beaucoup plus cher que la TV LG, il n'y a juste aucun intérêt en fait. Donc on verra bien. Une petite news aussi rapide, vite fait au niveau de la chaîne pour finir ce Texama Show. La semaine prochaine, le week-end prochain, donc là normalement cette vidéo sort vendredi, oui. Donc ce sera samedi prochain, je vais faire un live montage PC et ce PC en réalité sera pour un concours, mais pas n'importe quel concours. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais ça va être un concours où vous allez pouvoir participer normalement. Ce ne sera pas genre un concours, oh il suffit de retweeter et puis voilà. Non, ce sera un concours différent de ça. Un concours qui requiera un petit peu de créativité, dirons-nous. Donc je montrerai le PC de récompense de ce concours la semaine prochaine. Le week-end, donc certainement samedi, c'est souvent le jour où je fais mes lives. Donc si vous voulez voir le montage du PC en live et juste discuter avec moi et tout, ce sera sur YouTube. Le live sera sur YouTube, vous devrez le voir apparaître le jour même. Et du coup, n'hésitez pas à venir voir, j'espère que vous apprécierez. Ça va certainement durer un moment parce que j'aime bien prendre mon temps et je discute avec le chat. On me fait souvent d'ailleurs la blague, oh, il te faut 4 heures pour monter le PC. Je suis en mode, je discute avec le chat. Je pourrais juste le monter et juste éviter de discuter avec le chat. Et puis j'aime bien, moi, monter un PC. Donc pourquoi je m'amuserais à rusher comme un porc en mode oh, plus vite possible. J'aime bien. C'est satisfaisant. C'est marrant. Donc, yep. Donc là, ça devrait être assez intéressant. Ce sera un PC pour information avec surtout des pièces AMD au final. Même une carte graphique AMD, ce qui est plutôt rare. Hein, comme je l'ai dit. Donc, yep. N'hésitez pas à venir voir. Et du coup, on va rester là pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. On se reverra la semaine prochaine pour un prochain Texama Show. On a d'autres vidéos qui vont arriver en attendant, évidemment. Mais la semaine prochaine, par contre, on verra alors plus de news, pas forcément hardware ici. Il y a eu d'autres trucs annoncés au CES. Et aussi, on verra les trucs les plus ridicules du CES. Parce qu'il y en a chaque année. Chaque année, ils ne peuvent pas s'empêcher d'annoncer des trucs ridicules. Donc, ouais. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.